Hello, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 4 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Au programme aujourd'hui dans les nouvelles, nous avons du Maroc, et oui, nous avons du Suzu avec 3 ici, Genesis et Gemini qui se font la guerre, et on fera un petit tour sur la notion de white hat et le calendrier économique, parce qu'on a un petit peu de mouvement aujourd'hui, bien évidemment. Après on entendra notre analyse technique, et vous allez voir, je vous ai préparé plein de choses pour l'analyse technique aussi. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple, likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les nouvelles qui nous viennent du Maroc. Le Maroc, a priori, est en train de préparer, et ça, on le savait déjà depuis quelques mois, une loi sur la crypto, et a priori, le framework est en train d'être finalisé et devrait être plutôt dans le sens de la crypto, avec vraiment une mode crypto-friendly. C'est un petit peu ce qui est en train d'en ressortir. On attend encore la confirmation de tout ce qui doit être annoncé, et justement, on va avoir pas mal de choses au niveau du Maroc. À savoir que le Maroc est quand même très intéressant en termes d'évolution, au niveau de l'adoption, parce qu'on est passé de 2,4% en 2021 à 3,1% en 2022, d'accord? Donc on a quand même une progression qui est importante. Alors ça reste des chiffres qui sont faibles, 3,1 reste quand même assez faible, mais en termes d'évolution d'année en année, on voit quand même qu'il y a une grosse marge d'évolution, ce qui est plutôt positif, et voir comment ça va se dérouler. Est-ce que le framework va être vraiment positif et va permettre peut-être aux industries de venir s'installer au Maroc ou pas? Ça va être, je pense, dans les semaines qui viennent, toutes les nouvelles qui vont tourner dessus. Ensuite, nous avons Terra Luna, qui fait parler de lui à travers notre bon ami Suzu qui est le CEO de 3ic Capital, 3ic Capital qui s'est effondré suite à la crise de Terra Luna, et qui était dans une schématique très macro-cycle, avec vraiment hyper-cycle dans lequel il n'y avait pas de bear market à venir, et que l'on était to the moon continuellement, avec derrière des politiques de trading et d'investissement qui étaient risquées, parce que dans cette politique de to the moon, bah forcément, il n'y a pas de bear market, donc il y a très peu de risques. Suzu est sorti, comme ça arrive régulièrement en ce moment, de son silence, en expliquant que globalement c'est la faute de FTX et de GBTC, donc Grayscale, dans lequel, a priori, l'attaque de FTX était menée par Babel et GBTC, donc Grayscale, pour déstabiliser Terra Luna, déstabiliser 3ic, et que c'est la faute à ces deux acteurs que ça s'est passé de cette façon-là. Alors bon, on est toujours dans cette schématique où ça tombe très bien. Vous allez voir l'autre nouvelle quand on va parler de Gemini, mais globalement ça tombe très bien au moment où le PDG de DCG, qui est une des filiales, enfin qui appartient en tout cas à Grayscale et qui est très lié à Genesis, bon, voilà, on se retrouve quand même dans quelque chose qui est classique derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on a Suzu qui joue cette carte de c'est leur faute, ils auraient dû mieux gérer, alors qu'il a quand même bien plombé 3ic Capital, et le break de 3ic Capital a juste été colossal, hein, d'accord? C'est ce qui vraiment a été catastrophique suite à la chute de Terra Luna. C'est ce qui a entraîné ce qu'on a connu en juin, et la difficulté qu'on a de se relever, c'est aussi lié à 3ic Capital. Donc bon, voilà, c'est un petit peu la guerre des mots, notamment sur Twitter. On avance avec justement l'autre news qui est dessus. Genesis, ça avance un petit peu. Genesis, pour vous rappeler ce que c'est certainement la plus grosse société de lending qui est spécialisée. Si vous déposiez des sous dans par exemple Gemini ou tout autre acteur de yielding, il y avait des grandes chances qu'ils plaçaient l'argent sur Genesis, et Genesis prenait une cut pour lui donner un pourcentage. Genesis est dans le mal, n'a pas déposé le chapitre 11, mais on sait qu'il manque des sous et qu'il n'arrive pas à assurer les retraits, notamment de Gemini, où il y a quasiment $1 milliard bloqués. Il y a d'autres actifs et d'autres créanciers de Genesis. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas déposé le chapitre 11 et qu'ils essaient de trouver des solutions à côté. Sauf que, bah, c'est en train de chauffer. C'est en train de chauffer, notamment avec le CEO de Gemini qui met la pression avec une lettre ouverte dans laquelle
on a une réponse, mais qui, dans son essence, est la suivante. Globalement, Genesis ne donne pas assez de nouvelles, on ne sait pas où ça en est, donc il faut trouver des solutions, et globalement, ils sont en train de se diriger très clairement vers une action en justice, et on va même plus loin. A priori, il y a une forme de class action qui est en train d'être effectuée avec Gemini, et il y a aussi des plaignants qui sont en train de s'attaquer à Digital Currency Group, donc DCG, qui possède, enfin, en tout cas qui est très lié avec Genesis, et justement ils veulent faire remonter les liabilities à l'acteur au-dessus, donc c'est-à-dire DCG, ce qui risque d'être peut-être compliqué à prouver et à mettre en place, mais donc c'est en train de s'envenimer, et ce qui est logique, parce que on n'a pas de dépôt de chapitre 11, donc on n'a pas de protection juridique mise en place, et donc plus ça allait mettre du temps, plus on avait de risques d'avoir des class actions qui vont être montées et développées. Ensuite, la petite réflexion se fait sur les white hats. Les white hats, c'est quoi? C'est des hackers blancs, c'est des hackers qui n'ont pas pour vocation de voler ou de subtiliser des informations ou de l'argent, c'est vraiment détecter des anomalies et les remonter. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur Uniswap. Alors, on parle beaucoup des hacks qui ont lieu régulièrement, mais on parle assez peu des white hats qui trouvent des bugs, parce que ça arrive, et ça arrive quand même fréquemment. Alors certes, c'est beaucoup moins parlant, et c'est là où je voulais en venir, c'est que par exemple, le bounty bug de Uniswap, il est à 40 000 $. Ça veut dire que quelqu'un, en white hat, qui trouve un bug, empoche 40 000 $, alors que quelqu'un qui trouve un bug et qui a un hacker réellement, certes, prend beaucoup plus de risques, mais on parle de 600 millions, 50 millions, voire plus de dollars qui sont subtilisés. Donc on a quand même une forme de différence monumentale en termes de reward pour l'un et pour l'autre. C'est sûr que être du bon côté de la loi est beaucoup moins rentable et beaucoup moins attrayant que être du mauvais côté de la loi et trouver des failles pour les exploiter. Forcément, là on parle d'un petit bug bounty, 40 000. Certains protocoles offrent jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000, voire même certains 1 million. Donc on a quand même un certain nombre de rewards qui sont donnés, mais ça n'empêche que, par exemple, celui de Uniswap est assez faible, au vu, en tout cas, de ce qui a été trouvé. Donc c'est en plus une société d'audit qui a trouvé ça, et qui a trouvé sur l'Universal Router, qui permettait de swapper un ensemble de cryptos pour un NFT. Donc il y avait une vulnérabilité au niveau du contrat qui qui récupérait les fonds avant de faire le swap, et justement on avait quelque chose qui pouvait être problème, parce que la zone dans laquelle étaient stockés ces fonds avant de faire le swap pouvait être vidée, donc avec un exploit via Flashloan, on pouvait laisser, par exemple Uniswap, totalement sous une dette colossale, sans qu'il puisse faire autre chose. Donc là-dessus, voilà, on a des petites choses qui sont intéressantes. Ensuite, on a le calendrier économique, où forcément on a eu toute la période d'avant-hier, de janvier, qui était très plat. On a eu un retour économique un petit peu un mardi, justement hier, dans lequel on a eu pas mal de choses qui se sont passées. Pas de nouvelles liées aux US, les nouvelles liées aux US, c'est aujourd'hui avec le PMI manufacturier, donc dans lequel on risque d'avoir un petit peu de mouvement. On voit qu'il est noté à la baisse, j'ai tendance à penser qu'il va potentiellement retourner à son niveau précédent à 49, ou qui va se stabiliser. Et ensuite on va avoir le minute de la Fed, qui va être intéressant parce que on va parler du compte rendu de la réunion du FOMC, dans lequel on risque d'avoir un petit peu d'agitation, un petit peu d'information sur la typologie réellement de reprise sur 2023. Même si on sait la guideline, ça va être intéressant de voir comment le marché va réagir à cette action-là. On a terminé avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique après une petite pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet. BitGet, donc, qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain, contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi, qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est
plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT. Ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la Proof of Reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui, en lui-même, ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $, avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description. Et on reprend la vidéo tout de suite. Et on commence par notre rappel habituel de notre hypothèse Heliotis, vague 1, vague 2, 3, 4, 5. 5 termine en avril 2021, retracement A, B, C. B avec extension, C avec extension. Nous sommes en dessous du 618, donc zone de rechargement long terme pour une stratégie de DCA. Je parle bien de stratégie dans laquelle on prend en considération toutes les éventualités de rebond haussier comme les éventualités de rebond baissier dans lequel on peut avoir une continuité. On peut aller chercher le 786 à 14 800, le top de la 1 à 14 000, le 1,618 d'extension Fibonacci de la A sur le retracement de la B à 10 000, qui correspond à un order block et qui correspond aussi à une résistance Ishimoku monthly dans lequel on sait qu'on a un appel de prix. Néanmoins, on note plusieurs choses. On note le fait qu'on a toujours cette divergence en weekly bullish haussière qui traîne déjà depuis juin, mais c'est encore non activé, on le voit, et on peut rester encore 3 mois avec cette divergence avant qu'elle se mette en place. Mais l'avantage, c'est que, comme d'habitude, quand on a des patterns comme ça qui durent pendant longtemps, ça sous-entend que le mouvement qui va en sortir va être très puissant, et ce qui est plutôt positif dessus. On continue en zoomant un petit peu ce qui se passe dans cette zone ici pour voir justement l'accumulation qu'on a déjà depuis un certain temps qui est présente sur les cours, dans lequel on a bien ici la latence baissière avec le SC, un AR, un ST, le break avec le STB fait et catalysé par FTX, donc on est sur quelque chose de classique. Ce qui est important de noter, c'est que nous avons, et par rapport à ce que je vous présente depuis un certain temps, une borne haute qui a été notée à 25 000 avec la R, et globalement, pour moi, on va avoir une borne basse qui va être dans les alentours de 15 000 avec des extensions possibles dans les 14 000, voire 13 500, mais on a pour moi ici notre range de stabilisation dans lequel nous sommes rentrés en juin et dans lequel on risque d'osciller pendant un certain temps avant de pouvoir repartir à la hausse et préparer notre prochain bull run. Donc, je ne dis pas qu'on va partir à la hausse, je dis juste qu'on va stabiliser. Et ces stabilisations peut être une stabilisation à la baisse de ce style-là, d'accord, avec une mèche potentielle ou une stabilisation baissière avant de repartir à la hausse. Voire même une accélération haussière, retester les 21, puis redescendre, retester les 15 000. Ce n'est pas à mettre de côté, pour l'instant on n'a pas ces informations-là, nous sommes dans une phase ici de consolidation dans laquelle nous avons une très faible volatilité, on va aller revoir ça rapidement avec une nouvelle analyse que je vais vous présenter. Nous avons ici la partie basse, donc c'est-à-dire la chute après FTX, nous avons ici le ST, le SC, le ST, le STB. D'accord, donc accumulation de week-off, pareil, dans lequel nous avons ici prise de liquidité avec une petite mèche classique que l'on peut voir vraiment classiquement sur les accumulations de week-off, dans lequel on a vraiment une prise de liquidité par une mèche. L'autre point à noter, c'est qu'on a fait ici une prise de liquidité supérieure aussi, donc on est vraiment bien mis en place dans cette accumulation, avec prise de liquidité inférieure, supérieure, et au niveau de ce qui est en train de se passer, on voit qu'on a eu très faible volatilité pendant longtemps, pendant quasiment 30 jours, enfin 20 jours, pardon, dans lequel on a quelque chose qui s'est aplati avec très peu de volatilité sur la période de fin d'année, ce qui est plutôt classique, avec un retour de volatilité depuis justement l'année qui est repris, avec première accélération, consolidation, deuxième accélération, haussière. Ce qui est plutôt positif, d'accord? Le fait d'avoir un retour de volatilité. À savoir que je vous avais expliqué que certainement on allait faire un short squeeze parce que à un moment donné, on avait quand même de la liquidité qui se positionnait là, mais que la liquidité était quand même assez faible. La question qu'on se pose et qu'on doit continuer à se poser, c'est est-ce que on va aller chercher tout le bloc, parce que là,
le fait d'avoir fait une accélération haussière a entraîné quoi? A entraîné le fait que les personnes achètent, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté à la vente, d'accord? Donc c'est-à-dire qui se sont mis en position à découvert, je me suis peut-être mal exprimé, qui ont vendu, qui sont mis en position à découvert, et assez peu qui ont acheté réellement cette accélération haussière, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, la liquidité est en train de se renforcer ici, au-dessus. Donc ça sous-entend aussi que quand on va aller taper ces blocs de liquidité, donc ces stop-loss, à ce moment-là, c'est des stop-loss de vendeurs à découvert, forcément, l'ordre sera un ordre d'achat, donc quelque chose qui risque de pumper pour aller chercher les ordres suivants et justement entraîner la continuité d'un short squeeze, mais il est fort probable d'avoir une petite stabilisation baissière avant de faire cette action-là, dans lequel ça pourrait être catalysé à l'ouverture des marchés américains avec par exemple un PMI qui est meilleur que prévu. Donc ça voudrait dire que à ce moment-là, on pourrait avoir une réaction qui soit plutôt haussière. Et derrière, on pourra avoir justement une minute de la Fed qui pourrait être plutôt baissière avec une tendance baissière. Pourquoi? Parce que nous avons toujours cette idée-là d'avoir ici un retracement qui va aller chercher l'OB d'achat avec l'imbalance qui est en attente et l'inducement qui se trouve ici, d'accord? Pour moi, c'est un peu l'idée. Ensuite, est-ce que on enfonce totalement et on va chercher les targets à 15 000, ou est-ce qu'on structure une accumulation ici pour repartir à la hausse, qui serait d'ailleurs, hop, quelque chose qui serait logique en termes réellement structurels pour un retracement haussier, d'avoir ici une cassure baissière, retracement haussier avec un break-off structure, retest pour ensuite une continuité haussière temporaire, enfin voilà, qui serait temporaire, mais qui serait quand même un retracement un petit peu plus fort, ce qui serait logique avec cette fin d'année et début d'année 2023 au niveau de l'existant. Et d'autre part, nous avons cette zone de travail qui a été laissée pendant longtemps, dans lequel on a beaucoup de liquidité qui est en attente. D'accord? Est-ce qu'on va aller chercher les 17 200, 17 300 que j'attends depuis un certain temps, d'accord, qui est cette zone ici, dans lequel on a quand même pas mal d'imbalance qui est en attente, avec un travail ici qui avait été effectué, donc pour moi on pourra avoir un retravail fort ici, donc une remontée qui puisse faire jusque-là, avant de pouvoir baisser. Quelque chose que je vous présente déjà depuis un certain temps, on le voit, c'est ici, c'est le petit bloc qui est en blanc, mais, bon, pour l'instant, ça a un petit peu du mal, et on va aller voir l'order flow. On commence à avoir des choses qui se passent au niveau de l'order flow. On a notamment des petits mouvements qui sont intéressants, et qui sont plutôt au niveau de l'open interest, dans lequel on a cette accélération. Qu'est-ce qui se passe? On voit une chute, j'allais dire une augmentation des longues, en fait c'est surtout une chute des shorts, parce qu'on voit que les shorts ici sont en train de break, donc ça veut dire que l'open interest qui est en train de disparaître ici, c'est l'open interest de short. D'accord? Donc on a bien liquidé les personnes qui étaient en train de se positionner. Bon, on voit quand même que ça reste quand même assez faible, hein. On a assez peu de liquidité, donc ça veut dire que la petite open interest qu'on a break, le différentiel entre où on était et là où on est principalement lié à la liquidité qui était au-dessus. Donc ça sous-entend une petite liquidité sur un petit time frame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on a assez peu de liquidité sur l'open interest qui est laissé, donc on a plus de 100 000 open interest, alors faut pas prendre en compte le chiffre, parce que ça fait déjà depuis longtemps que Binance ne donne plus les chiffres, mais c'est une représentation de l'évolution, pas une représentation du chiffre, mais globalement, on sait que ici, on a assez peu de liquidité, donc dans la petite time frame autour du cours. Donc si on prend 2000 en dessous, 3000, enfin on va dire 3000 en dessous, 3000 au-dessus, on a assez peu de liquidité. On sait que la liquidité se trouve 6000, voire 10 000, donc aller chercher vraiment bas dans les 10 000 $ pour aller chercher la liquidité basse avec en 13 000, 12 000, 11 000, 10 000, et au-dessus c'est 20 000 plus, dans lequel on peut aller voir vraiment le gros niveau de liquidité que l'on a dans cette représentation de l'order flow, d'accord? Avant de pouvoir liquider ça, bon, il va falloir soit monter énormément, soit descendre énormément. L'un dans l'autre, certainement entraînera en plus une augmentation de la liquidité, parce qu'on aura un mouvement opposé qui commencera à se construire. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a ici le perpétuel qui a un petit peu bougé, donc ça montre bien qu'on est allé chercher les liquidités majoritairement avec du perpétuel. On a une petite hausse ici du spot, mais pour moi qui est trop faible proportionnellement au perp, donc pour moi c'est vraiment le perpétuel qui est allé chercher la liquidation de ces zones-là, donc on est potentiellement dans une préparation d'une continuité d'un deuxième short squeeze pour faire un mouvement. Pour moi l'acte il est pas assez normé, d'accord, donc pour moi on est vraiment ici dans une cassure des shorts,
on n'est pas dans une construction de longue, donc on va avoir encore une deuxième accélération avant de potentiellement pouvoir vraiment faire les shorts, d'accord? Et là-dessus, je pense qu'on verra les comptes classiques Binance monter, d'accord? Pour l'instant, ils sont en train de se comprimer, se contracter. Pour moi, ils doivent monter pour se dire que potentiellement, on va enchaîner notre gros short derrière, d'accord? On fait short squeeze pour faire le mouvement, ce qui est classique en termes de manipulation. Pour rappel, pourquoi je parle de manipulation? Parce que nous sommes dans quelque chose qui est à faible liquidité, et quand on est dans un marché à faible liquidité avec des gros ordres à vouloir passer, bah tout simplement, on va manipuler le marché pour créer de la liquidité étant les ordres inverses du mouvement qu'on veut effectuer. Donc, idéalement, essayer de faire un short squeeze pour récupérer un maximum d'ordre, pour ensuite faire un véritable mouvement et préparer le véritable mouvement. Ce qui sera en même temps logique quand on voit le travail qui a eu lieu ici, ça paraît cohérent, alors du coup on est déjà allé retaper dessus, mais ça paraîtrait cohérent d'aller wipe justement toute cette partie-là, avant de pouvoir faire la descente effective. C'est toujours ce que j'ai. Pourquoi je parle de faible liquidité? Alors je vous ai préposé déjà deux choses. Un, la notion de volatilité, présente. D'habitude, je vous le fais en 7 jours, là on va faire en 24 heures pour bien marquer le fait qu'on est dans une zone la plus basse, donc c'est la courbe bleue qui représente la volatilité. Plus elle est basse, moins il y a de volatilité. Globalement, la volatilité, c'est très simple, ça va être les ouvertures et clôtures dans une time frame. Là, c'est dans 24 heures. Et on voit que la différence, donc l'écart entre les deux, est de plus en plus bas, et quand il est bas, bah, ça veut dire que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça veut dire que le cours n'a pas de volatilité. Et on voit qu'on est retourné dans des niveaux bas de 2018, d'accord? Je vous ai mis en orange le cours du BTC pour bien comprendre et bien voir, se représenter. On est dans quelque chose qui était avant la grande baisse, et ensuite on a eu la grande baisse avec un retour de la volatilité colossal, d'accord? Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'aussi on a une stagnation, donc qui représente la baisse de la volatilité, et là on a eu un petit rebond parce qu'on a eu un petit mouvement, mais somme toute, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça, hein, d'accord, dans lequel on a eu un peu de travail. Si on zoome là bien, on le voit bien qu'on a une zone de travail dans laquelle on a des accélérations, mais bon, on reste quand même dans quelque chose qui est assez faible. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, hop, ici aussi, d'accord, pareil, travail de la zone. Donc la question elle est, on va avoir un retour de la volatilité, oui. Pendant combien de temps? Bah là, globalement, quand on prend un peu l'historique, on se dit qu'à partir du moment où on a touché le plus bas, le retour de la volatilité a été 20 jours, ok? Donc là, on est au plus bas ici, donc on serait dans 20 jours, 20 jours, on serait sur le 15 janvier, d'accord? Donc semaine prochaine, donc ce qui serait cohérent avec l'ouverture de cette semaine, puis la semaine prochaine dans laquelle on a un retour réellement des capitaux qui reviennent. Alors du coup, ça sous-entend aussi que la volatilité n'est pas forcément haussière, c'est pas parce qu'on a la volatilité qui monte qu'on va voir le BTC qui va monter. Si on prend l'historique, c'est un BTC qui a chuté, d'accord? Est-ce que c'est le mouvement que tout le monde attend pour aller retrailler les 13 000, 12 000, 10 000 pour les plus incertains? Peut-être, ou peut-être, est-ce comme antérieurement, une accélération haussière? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ce mouvement-là, et qu'on se retrouve pas dans cette zone de stagnation, et qu'on serait pas dans un retracement haussier pour un bout de 2023, au-dessus, on retraille des 20 000, avant de pouvoir rebaisser derrière. Peut-être. Ça, en l'occurrence, l'importance de ce niveau-là, ça vous montre que ici, nous sommes dans une zone de baisse au niveau de la volatilité, et que, quand c'est comme ça, on a tendance à repartir à la hausse, donc à retrouver du mouvement, et ce qui est logique, surtout quand on regarde dans les 24 heures, c'est pour ça aussi que j'aime bien vous proposer dans les 7 jours, cette analyse de volatilité, parce que quand on regarde sur une semaine, c'est aussi plus représentatif, que, enfin, il y a moins de pics, donc forcément, il y a moins de bruit, et c'est beaucoup plus lisible, et plus représentatif d'une tendance long terme. Ensuite, on va aller voir un petit peu la zone qui est intéressante, qui est le nombre d'adresses BTC, qui sont en perte, très intéressant, en bleu, toujours cette courbe, donc je suis en logarithmique, et en orange, la courbe du BTC pour se représenter. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, globalement, ça descend quand le cours du BTC monte, ce qui est logique, et ça remonte quand on arrive au niveau des points bas. Ce qui est aussi intéressant, c'est que là on arrive vraiment dans une forme d'accélération haussière qui est assez forte et qui peut être confirmée par rapport à cette zone que l'on voit ici. Donc on aurait aussi une notion potentielle d'un retracement, parce qu'on parle d'un petit retracement, quand on regarde justement ce qui s'était passé en 2019, c'est un petit peu ça, on avait une petite accélération haussière,
pour justement repartir ensuite à la baisse derrière. Donc on pourrait avoir cette petite accélération haussière, je ne dis pas faire de la même schématique que là, mais on pourrait aller retravailler les 20 000, retravailler potentiellement les 22, 23, voire même 25 000, sans forcément impacter la notion d'un retracement fort, mais en ayant justement quelque chose qui est caractérisé par rapport au passif que l'on a sur le nombre d'adresses en perte. Autre chose à prendre en considération, j'ai retiré le logarithmique pour vous montrer quelque chose, et c'est quelque chose qu'on voit historiquement sur un petit peu tout ce qui s'est passé antérieurement, c'est que on a bien une divergence baissière aussi qui se trouve là, donc dans lequel on a une tendance, un momentum au niveau de la construction du nombre d'adresses en perte qui diminue, donc on devrait avoir une descente qui commence à s'amorcer. Ce qui est en même temps aussi logique, parce que les personnes qui sont présentes ici, oui, il y a ceux qui ont acheté le top, mais pas que ça, il y a des personnes qui ont globalement acheté dans la période à 40 000 et qui sont en perte, mais qui sont en train de lisser en DCA, et donc, du coup, leur niveau de perte risque de diminuer, voire même de repasser légèrement à BE, donc à break-even, donc on risque de les voir sortir. Donc petit à petit, on risque d'avoir, plus on va stagner dans ces zones-là, une courbe qui va se stagner aussi, voire même être en descente, ce qui est logique. On va faire un tour sur la macroéconomie parce que le DXY a quand même fait une petite folie. On a eu une très belle bougie hier, juste colossale d'accélération, dans lequel on est allé retester le niveau qu'on avait avant retesté. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes ici dans une compression. D'accord ? Chose qui, normalement, arrive assez peu au niveau de l'index dollar. D'accord ? On est rarement dans une zone de compression. Donc ça veut dire qu'on est dans une forme d'incertitude qui est en train de se transposer, surtout si on a un retest par exemple ici, et qu'on repart à la hausse, sans break, et qu'on a un affaissement de la liquidité, j'allais dire, non, de la volatilité au niveau du DXY, ça voudrait dire aussi qu'on est en train de préparer un mouvement assez fort, qu'il soit haussier ou baissier. Hier, je vous ai présenté une alternative à la schématique que je présente depuis un certain temps, qui est un retest des 109, tout de suite, en tout cas suite à la cassure du break aux structures ici, donc une réaccélération ici, bon, bah potentiellement, on pourrait avoir un mouvement qui ressort, qui serait soit haussier, soit baissier. Mais dans tous les cas, si on a une compression, ça veut dire que ce serait un mouvement qui serait assez fort, et que l'on attend de voir. Par contre, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que certes, le DXY a poussé hier, mais le BTC a poussé aussi. D'accord ? On n'a pas eu d'impact néfaste au niveau du BTC. On n'a pas eu de break baissier au niveau du BTC. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que au niveau du Nasdaq et du SP500, parce que c'est valable cette fois-ci pour les deux, oui, on a eu une bougie baissière, mais somme toute, on n'a pas cassé un plus bas. On est resté dans quelque chose qui est plutôt cohérent, avec une grosse volatilité, où on a quand même monté pas mal, on est descendu pas mal, mais on a clôturé au milieu. SP500, c'est pareil, d'accord ? On a vraiment, même SP500, ça a été plus compressé, mais SP500, on voit que on est vraiment dans, ici, une consolidation. On est en train de préparer un mouvement à venir. Est-ce que c'est un mouvement haussier, comme ce que j'ai tendance à penser, un retest haussier, pour se dire que justement, on va retester la partie haute, avant de s'enfoncer? Pareil ici. Sur le SP500 d'ailleurs, c'est un petit peu plus visible, on le voit bien qu'on a un retravail qui est assez fort, alors que normalement quand on a des breaks qui sont structurellement forts, ou des accélérations justement qui donnent du souffle pour pouvoir ensuite redescendre. Là actuellement c'est pas le cas, d'accord ? C'est pas le cas, on a eu la cassure et on a une consolidation. C'est chose qui est assez rare au niveau du SP500. Et au niveau du Nasdaq, bon bah c'est pareil, bon, sauf que le Nasdaq est quand même beaucoup plus moche, ça je vous le répète depuis un certain temps, que le SP500, et donc forcément, le Nasdaq est quand même beaucoup plus faible, mais au vu des stats qu'on a eu actuellement, que ce soit au SP500 au niveau du Nasdaq, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde les différents actifs qui composent ces index et les claques qui se sont pris, on aurait pu se dire qu'on allait prendre une claque dessus. Ça n'a pas été le cas, et c'est ce qui est intéressant à noter, et ce qui m'interroge sur aujourd'hui et le mouvement d'aujourd'hui, et je pense qu'on risque d'avoir de la volatilité, quelque chose qui retourne à la normale. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu,
avec plein de choses comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.